œuf maillot, le podcast Native qui vous met l'eau à la bouche. Bonjour. Bonjour Hippolyte, merci d'être avec nous dans votre boutique rue du Nil. Vous êtes le fondateur de l'Arbre à Café, torréfacteur de café de haute qualité, œuvrant à un nouvel art français du café. Votre parcours assez atypique a commencé loin de la restauration puisque vous êtes historien, chercheur, professeur d'histoire agrégé et auteur de nombreux ouvrages. Passionné de gastronomie, vous avez organisé des parcours historiques et culinaires dans les rues de Paris, mais aussi critique culinaire, journaliste, caviste à Hong Kong, bref, une vie bien remplie. Le café est entré dans votre vie assez tardivement, car vous n'étiez pas du tout amateur. Comment s'est fait la rencontre ? Avec le café. La rencontre s'est faite avec le café, comme avec beaucoup de produits et beaucoup de gens quand on est un humain. C'est-à-dire quand on a des a priori sur les choses. Et je dis souvent que j'aime beaucoup les a priori parce que j'aime beaucoup les passer outre et leur donner tort. Donc pour le café, j'avais pas trop un a priori, j'avais des expériences très malheureuses qui faisaient que je n'aimais pas le café effectivement, parce que le café que je buvais alors, mais qui était en fait le café servi il y a 10 ans, et qui est encore une grande majorité du café aujourd'hui servi, pour moi avait provoqué plus de déplaisir que d'indifférence. Et du coup, je refusais de le boire pour éviter tout déplaisir, évidemment. Et ce café-là était marqué principalement par des défauts majeurs et puis par beaucoup de puissance et d'intensité. Or, moi, je n'apprécie ni la puissance pour elle-même, ni les goûts très forts. Et surtout arrêter. Donc dans le café qu'on boit un petit peu partout, on a beaucoup d'amertume, beaucoup de coups de caoutchouc, d'herbe, de terre, etc. Bref, des choses pas très sympathiques, de pneus. Alors que moi, ce que j'aime, c'est plus une complexité, une délicatesse, quelque chose qui se lit, qui dure en bouche, qui se développe, bref, qui raconte une histoire intéressante. Pourquoi de pneus ? Pourquoi de pneus ? Parce que dans certains cafés, il y a une note très précise qui est effectivement la note de caoutchouc. Et comme en plus le caoutchouc est brûlé, ça donne une note de pneu, quoi. Vous avez écrit un livre sobrement intitulé Café, devenu le livre référence sur l'or liquide. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la relation des Français au café dans l'histoire ? Alors effectivement, Café a été publié en 2016 et ça représentait une somme un petit peu des connaissances actuelles du café, avec un grand parcours justement, vraiment de la plantation à la torréfaction, au service, etc. Et en passant par l'anthropologie, les histoires, les a priori, etc. Et donc quel est le rapport des Français au café ? Il est fort intéressant et il est assez représentatif, je trouve, d'un malentendu français, ou peut-être d'un aspect non assumé de la beauté des rapports sociaux entre Français, ou en tout cas en France. Le café, c'est vraiment la boisson de la sociabilité, c'est une boisson horizontale, Boisson du qui lien. ouvre le corps, le cœur. Voilà, c'est la boisson du lien par excellence. On a beau en boire beaucoup, on s'énervera un tout petit peu peut-être au final, mais c'est vrai que ça fait parler, ça stimule la rencontre, et donc c'est vraiment un lien et un lien social absolument formidable. Jusqu'à il y a peu, en fait, les Français étaient rarement fiers du café. Donc ils en buvaient beaucoup. Ils dénigraient beaucoup les modes qu'eux-mêmes avaient lancés et créés. Par exemple, le jus de chaussette, dont on parle beaucoup. Jus de chaussette, en fait, c'est le filtre qui était fait avec une chaussette en coton. D'accord ? Il y a encore quelques années, on faisait le thé comme ça. Ah, c'est pour ça qu'on appelait ça du jus de chaussette. On appelait ça le jus de chaussette. C'était pas pour la couleur, c'était... Non, c'était... en fait, je ne sais pas si vous avez déjà l'expérience du jus de chaussette, vous, du vrai jus de chaussette, mais moi, j'ai jamais eu l'expérience du jus de chaussette. Enfin, j'ai jamais pressé mes chaussettes pour en sortir quelque chose, même dans des situations un petit peu compliquées, mais je n'ai pas fait la guerre, c'est vrai. Bref, donc le jus de chaussette m'est un petit peu éloigné, je comprends bien la symbolique, mais bref, la chaussette, c'est bien effectivement ce filtre en coton. C'est les Français qui l'ont inventé, qui l'ont servi en premier. Formidable invention, puisqu'elle perdure et elle est très courante dans toute l'Amérique centrale, par exemple. On boit le café encore comme ça, et à l'aéroport, il y a des grandes marques qui servent le café en chaussettes. Genre. Donc c'est qu'elle est
pas complètement déplacé. Les Allemands, 2 siècles après, inventent le filtre papier. Les Français boivent du café filtre à longueur de journée. Ils ont tous cette machine automatique, la cafetière filtre classique. Il y a plusieurs marques françaises justement qui les développent, mais personne n'est fier de ce café-là. Donc, moi, combien de fois j'ai entendu, quand j'étais petit, etc., puis c'est un petit peu une phrase à la Roland Barthes, c'est ah ben vous rentrerez bien vous asseoir, oui. Ben, vous voulez un petit café? Non mais bon, enfin c'est un petit café, hein. Là c'est vite fait, hein. Enfin vous voyez. Donc comme si avant même qu'on le déguste, avant même qu'on l'offre, on n'était jamais fier du café qu'on offrait. Voilà. Donc moi je suis arrivé dans le monde du café, sans aimer effectivement tous les défauts, sans arriver à boire tous les cafés qu'on pouvait me servir dans les bars, les cafés, les restaurants, etc. Et en plus à domicile avec des gens qui n'étaient jamais fiers de ce qu'ils offraient. Or, si c'est une offrande c'est quand même le don, c'est quand même ce plaisir de partager, etc. Et en fait, ce qu'on dit souvent, c'est que la valeur sociale du café, c'est-à-dire les habitudes, le rituel du café a largement dépassé le produit en lui-même. Et ça, on l'a aussi bien dans le lieu. On va au café, mais en général au café, il faut mieux ne pas boire du café et boire autre chose que du café. D'ailleurs, les cafés multiplient les offres hors café. Et puis, on prend un café, on fait une pause café, et là, pareil, ça peut aller de la soupe à la tomate au chocolat, etc. Mais il y a un moment qui prend le nom de café. Voilà. C'est comme la caféine, d'ailleurs, si elle a été découverte dans le café, effectivement, et ainsi nommée, elle est également présente dans tout un tas de mets et d'aliments, comme le chocolat, le thé, le guarana, etc., qui sont beaucoup plus valorisés, on va dire, et qui sont beaucoup moins épouvantails pour cette caféine même. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce rapport avec le café. Donc nous, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est que comme on retrouvait la même chose dans la gastronomie, en fait, le café finissait le repas, mais c'était complètement négligé. Voilà. Pourquoi était-ce négligé? Au début, je croyais parce que le café n'était pas bon, puis j'ai compris que le café pouvait être bon. Il était négligé parce qu'il n'y avait pas d'offre en fait, de café de qualité. Il n'y avait pas d'offre, il y avait personne qui avait la capacité, la volonté, le désir de proposer aux meilleurs restaurateurs, aux amateurs de produits, de bonnes choses, un café qui soit à la hauteur de tout le reste. Voilà. Donc, la mission de l'arbre à café, l'idée de l'arbre à café, c'était de proposer ou de faire du café un produit d'excellence comme un autre. Mission réussie. Merci. On vous surnomme l'intello du café. Quel a été le déclic il y a 10 ans pour qu'un professeur d'histoire agrégé à la Sorbonne abandonne tout pour ouvrir sa première boutique? Alors, on me surnomme l'intello du café, oui, parce que c'est vrai que j'aime la complexité gustative, mais parce qu'elle anime chez moi un vrai plaisir sensoriel. Donc, en fait, j'ai pas la complexité intellectuelle n'est pas une limite, mais même un moteur ou à la complexité et au plaisir sensoriel. C'est qu'effectivement, il y a des choses que j'aime qui vont être très simples, voilà, simplement bonnes, et je suis toujours admiratif du simplement bon, c'est super, etc. Et puis il y a des aliments, des cafés qui nous emmènent tout de suite dans des mondes absolument super, des états d'âme, des émotions absolument magnifiques que j'aime bien justement poursuivre. Et puis ce que je me suis tout de suite dit, et ça c'est effectivement notre personnalité à l'arbre à café, c'est que la transmission doit être au cœur de notre travail. Comment expliquer ou comment convaincre quelqu'un de changer de café si ce n'est sans explication? Parce qu'évidemment, on pourrait nous promener partout dans le monde, à faire goûter nos cafés en permanence pour faire vivre l'expérience. Et c'est ce que l'on fait en partie. Et ensuite, il y a une explication, effectivement, sur en quoi est-ce qu'un bon café est réellement différent. Et du coup, il y a tout un travail d'explication, de transmission. Puis on n'a pas peur des connaissances, on est plutôt... Et pourquoi tu vas avoir tout quitté pour ouvrir la boutique? Alors, tout quitté, il y a plein de choses que j'ai gardées.
en changeant. J'ai pas. En fait, c'est des histoires. Moi, j'ai toujours eu l'impression de faire la même chose. Enfin, entre prof d'histoire à la Sorbonne et entrepreneur, gestion de personnel et autres, il y a quand même Oui, mais ces avant, deux mondes différents. j'étais enseignant aussi à Saint-Denis, dans le 16e également. Donc, en fait, ça me rappelle beaucoup des réflexions qu'avaient fait les amis de mes parents quand, lors de mes études d'histoire, je me suis arrêté et j'ai voyagé pendant 1 an en Asie. Et tout le monde me dit, mais comment ça, tu arrêtes tes études? Et c'était vraiment une phrase que je ne comprenais pas profondément. En disant, mais non, j'arrête pas de mes études, en fait, je fais des sciences humaines. Donc je vais voyager, je vais rencontrer le monde. Expérimenter. Voilà, je vais expérimenter. Et fondamentalement, cette étude spatiale, on va dire, eh ben, c'est la même chose que faire de l'histoire. On est dans une étude spatiale et temporelle. Et là, dans le café, bah, c'est pareil, on voyage énormément, on partage, donc on est dans l'ordre de la transmission, qu'elle puisse se faire dans un paquet de café, dans une tasse, ou avec les producteurs dans une plantation, on est dans la même chose, on est dans un partage de connaissances, d'émotions, de goût et d'histoire. Le nom de la marque Arbre à Café met en évidence une volonté de promouvoir autre chose que le fameux grain. C'est quoi l'étendue de la gamme aujourd'hui? Parce qu'on n'est pas que dans le grain de café. Oui, alors j'entends 2 questions. L'idée de l'arbre à café, c'est qu'effectivement, ce qui nous passionne à l'arbre à café, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est qu'un produit, et c'est un produit agricole, et je ne sais pas si j'aurais été capable de faire autre chose qu'un produit agricole, justement. Il vient de plantation, et donc il vient d'un terroir, il vient d'un producteur, qui incarne un savoir-faire, et il vient d'un monde ici végétal, à savoir les cofféas, et puis l'ensemble des arabicas, etc., etc. Et c'est ça qui nous intéressait, c'était vraiment de planter le café dans son décor, et dans son décor originel, à savoir la plantation, et d'être en direct avec ce monde-là. C'est pour ça qu'on fait du direct trade, qu'on connaît tous nos producteurs, qu'on travaille avec, et qu'on a même une plantation maintenant. Justement, voilà, vous venez d'acquérir une plantation, ouais. Et vous allez sous peu maîtriser toute la chaîne de valeur. Oui, alors en propre, effectivement. Puisqu'aujourd'hui, on fait par exemple du consulting en agriculture, hein, en biodynamie, et en qualité auprès de différents producteurs dans le monde. Donc on maîtrise déjà cette partie-là, sauf qu'effectivement, là, on acquiert notre propre plantation. Quel était ce but? Le but, c'était de pouvoir effectivement boucler la boucle, hein, de dire, très bien, on a quelque chose à nous, de faire toutes les expérimentations que l'on veut faire, sans faire prendre des risques à d'autres personnes, et donc en assumant notre histoire, et puis d'avoir toute la liberté de pouvoir inviter des gens sur place, de pouvoir faire de la formation, de pouvoir montrer quelle est aussi notre idée agricole du café et sociale. Vous avez dit plutôt que la production de café est en voie d'extinction, et pourtant il n'a jamais été aussi tendance, et la consommation mondiale est en augmentation. Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, c'est qu'on n'est pas à un paradoxe près, surtout à l'heure du réchauffement climatique. En fait, il y a plusieurs tendances. C'est qu'effectivement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un trend formidable pour le café de qualité. Le monde est en train de découvrir le café de qualité, et ça, on ne peut que s'en réjouir, évidemment. Donc, et la première croissance, effectivement, de consommation et de production, c'est celle de la qualité, donc du café de spécialité. Donc ça, c'est absolument fantastique. Et même du café bio également. Mais le café de qualité, est-ce qu'il demande plus de ressources naturelles? Est-ce qu'il demande plus de ressources naturelles? Ça, c'est très variable. Non. Il ne demande pas plus de ressources naturelles que de la monoculture sur front pionnier, irrigué, chimique, qui représente pratiquement 30% du café mondial, notamment au Brésil et au Vietnam. Donc chimique, pesticides, traitement chimique. Comme grosso modo dans la vigne conventionnelle aujourd'hui. Où ce sont effectivement sur des milliers d'hectares, là cette fois-ci parce qu'on est dans le Nouveau Monde, de la monoculture sur des sols pauvres et appauvris, et qu'on est obligé d'enrichir et de tuer, de saliniser avec des engrais. Donc nous, on ne travaille pas du tout comme ça.
Mais donc la qualité, en fait, elle est plus demandeuse d'hommes, de main-d'œuvre. Et dans le contexte que l'on connaît, c'est soit la coca, grosso modo, soit le café ou ce genre de culture, ou l'exode rural, tout simplement. Et donc après, on pousse des cris d'orfèvre en voyant les bateaux arriver en Europe, mais c'est la même chose en Amérique latine, etc. Vous voyez cette grande caravane de producteurs du Honduras qui voulaient se rendre aux États-Unis, eh bien c'est bien ça. Alors, c'est bien des agriculteurs et des caféiculteurs qui n'arrivent plus à vivre de leur bien. Ouais. Voilà. Ensuite, effectivement, est-ce que le café est en voie d'extinction ? Le café tel qu'il est aujourd'hui est en voie d'extinction, effectivement, pour des raisons climatiques et les raisons sociales qu'on vient d'évoquer, des cours ultra bas et une pression, une spéculation sur le café. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait ? Il y a un réchauffement climatique global, on le sait, mais ce réchauffement climatique, il n'est pas uniforme sur toute la planète et il est particulièrement prégnant autour de l'équateur et autour des tropiques. Vous avez la Réunion, sur les 10 dernières années, il y a eu 6 années de cyclones, grosso modo, donc qui ravagent les vergers. Plantation. Il faut le dire. D'accord. Donc, quand vous êtes agriculteur, vous plantez une année, vous attendez la récolte 3 années plus tard, mais si sur les autres parcelles et sur cette parcelle est passée une tornade, vous avez une partie de votre production plantée qui n'aura jamais lieu. Donc c'est un petit peu ce mythe de Sisyphe, cet éternel recommencement. Et puis vous avez des phases en fonction des lieux, des périodes de très grande sécheresse, comme ce qui est en train d'arriver dans le Brésil central. Alors, il n'y a plus d'eau. Donc les pieds de caféiers, notamment de Robusta et aujourd'hui d'Arabica, sont en train de mourir. Il ne pleut plus. Donc les plus technologisés pompent encore un peu plus dans les nappes phréatiques, mettent même de l'ombrage artificiel sur des milliers d'hectares. Vous voyez les coûts, les moyens qu'il faut mobiliser pour ce genre de choses. Et puis vous avez dans d'autres... Le café brésilien est en voie donc d'extinction. Tel qu'il est aujourd'hui, oui. Ouais. Oui, il y a de grands problèmes qui sont un petit peu cachés parce qu'il y a eu un fort investissement agronomique ces 15 dernières années. Donc les rendements ont explosé, mais on voit qu'il y a une migration des zones de plantation. Nous, on le voit très bien puisque notre producteur historique qui est dans l'Espirito Santo, lui a planté il y a 20 ans des variétés qui étaient résistantes au gel. Donc quand on dit ça aujourd'hui, on a l'impression on en rigole presque en disant mais qui sont ces fous qui, il y a 20 ans, ont planté des variétés résistantes au gel, alors que c'était le problème numéro 1 dans ces zones-là. Donc, il est dans l'une des zones les plus froides du Brésil, et aujourd'hui, c'est la région la plus attendue et la plus qualitative du Brésil. Voilà. Et qui est la plus plantée aujourd'hui. Et ça, on a ça au Costa Rica, par exemple, dans l'Amérique latine. L'Amérique latine, vous savez, elle a une position un peu particulière. Elle est sur la mer des Caraïbes, qui est la mer la plus chaude au monde. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces cyclones, hurricanes, etc. Donc, vous avez à la fois beaucoup d'humidité et beaucoup de chaleur. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, en France, on a eu un automne comme ça. C'était absolument génial. J'adore les cèpes. Donc, on croulait sous les champignons. Oui. Les champignons dans la nature, c'est quoi ? Les champignons dans la nature, c'est ce qu'on appelle de la rouille. Ou tout ce qu'on a vu l'année dernière dans les vignes en France, l'oïdium, qui fait que les feuilles sont complètement mangées, il n'y a plus de photosynthèse et les plantes finissent par mourir. Donc, il y a en 2013-2015, un tiers du verger d'Amérique centrale, mais Colombie également, Pérou également, a été ravagé. C'est-à-dire qu'on arrache les plants et on replante. Donc on attend 3 ans. On estime à plus de 100 000 personnes au Guatemala qui se sont retrouvées sans travail. C'est énorme. Est-ce qu'il y a des zones, en revanche, à cause du réchauffement climatique, qui bénéficient de meilleures conditions pour cultiver le café ? Oui, alors il y a des zones effectivement qui deviennent intéressantes. C'est que plus on monte en altitude, et c'est ce qu'on a fait au Pérou, alors que la moyenne des plantations est à 1400 mètres, nous on a pris une plantation à près de 2000 mètres. Il n'y a pas d'arbres à 2000 mètres. Et si, au Pérou, il y a des arbres. Oui, on est vraiment sur l'équateur. Enfin, très proche de l'équateur. Donc on est à près de 2000 mètres. Et là, on a des sols qui sont, quand ils ont été bien entretenus ou non entretenus, mais qui sont très riches et avec des conditions très intéressantes, des grandes variations entre les températures nocturnes et diurnes. Au Costa Rica, dont je parlais tout à l'heure, ils commencent à planter aujourd'hui sur les terrains où il y avait des vaches précédemment, qui étaient tout le temps dans la brume.
et aujourd'hui qui sont ensoleillés, qui ont un climat intéressant. Et l'autre aspect qui est plus intéressant peut-être encore, c'est pour le Robusta, qui était en basse zone d'altitude, et là qui commence à remplacer justement les Arabicas de moyenne altitude. Et du coup, on commence à avoir des Robusta qui ont une qualité absolument incroyable. Parce que l'altitude, en fait, nous, dans le café, est très perceptible par la densité et la complexité des cafés. Et vous travaillez en étroite collaboration, notamment en conseil, en qualité et autres, auprès de nombreux chefs comme Anne-Sophie Pic et Pierre Hermé. Comment passe-t-on d'un produit populaire, d'une commodité parfois appelée le petit noir, pour en faire un produit d'exception et de luxe? En fait, on suit deux choses, à la fois sa sensibilité et ses capacités gustatives, et puis après une méthodologie qui est assez avérée, qui est très, très avérée dans un certain nombre de produits qui sont bien en avance sur nous-mêmes, sur le café. Donc je pense au vin, je pense au pain, je pense à différents produits qui ont montré la voie. Au chocolat. Au chocolat. Alors le chocolat avec un bémol, c'est que le chocolat en fait est les chocolatiers, donc ce que l'on appelle les fondeurs de chocolat, sont très en avance, effectivement. Il y a une technologie, il y a un art, une expertise absolument formidable, surtout en France d'ailleurs. En revanche, sur la production, sur la qualité de la matière première, sur la torréfaction, etc., il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc les beaux jours du chocolat, c'est la bonne nouvelle, sont devant nous plutôt que derrière nous. Sur le café, c'était la même chose, donc c'est partir, travailler avec les producteurs de qualité qui sont dans une démarche améliorative incessante, qui sont ultra exigeants, à la fois satisfaits de temps en temps, mais surtout insatisfaits et qui le prennent comme moteur, et qui veulent toujours faire mieux. Donc nous, le mieux à l'Arbre à Café, c'est mieux pour les hommes, mieux pour la terre et mieux pour le goût. Donc avec des gens comme Pierre Hermé et Anne-Sophie Pic, mais avec tous nos clients, c'est absolument fantastique parce qu'ils sont très exigeants, donc on a beaucoup de retours, beaucoup de questionnements et beaucoup d'exigences au quotidien. Donc on est porté à faire toujours mieux. C'est pas très reposant, mais c'est un grand bonheur justement. Justement, le caféier n'est pas une plante qui pousse sur notre territoire. Cela influe-t-il sur vos engagements écologiques? Alors c'est l'une des grandes questions à différents termes en fait, ou plutôt les réponses vont se faire à différents termes. Effectivement, on parle beaucoup de locavore, plus que d'environnement d'ailleurs. D'empreinte carbone. D'empreinte carbone. Alors, il y a plusieurs façons d'y répondre. C'est qu'effectivement, dans un monde idéal, on pourrait dire le café doit être consommé effectivement dans les pays producteurs. Ou alors on arrête de le produire. Ça, c'est la façon radicale qui adviendra peut-être à un moment. D'autant que les bateaux à voile qui sont testés aujourd'hui sont vraiment contre-productifs pour la qualité du café. Donc ça ne marche pas. Les pays producteurs commencent à consommer du café, ce qu'ils ne faisaient pas il y a encore 10 ans. Donc on voit que cette demande plus locale est en train d'émerger. Okay. Abandonner la culture du café, renoncer à la culture du café poserait d'autres problèmes. Des problèmes notamment sociaux énormes, de paysages entretenus énormes, économiques énormes, mais pas simplement, aussi environnementaux énormes. Donc la solution à court terme et à moyen terme, et c'est celle qu'on promeut vraiment, c'est de travailler avec le café le plus durable possible. Aujourd'hui, il y a différentes agricultures qui existent et on sait qu'elles sont plus ou moins durables. Les agricultures, par exemple, l'agroforesterie est la plus durable, surtout quand c'est une agroforesterie mixte, ce qui est toujours le cas avec nos cafés. La culture biologique est celle qui a la moindre empreinte justement en termes de carbone. Celle biodynamique, donc c'est le label Déméter, encore moins, puisqu'on crée de l'humus, on régénère les sols, on régénère les plantes. Quand elle est associée à de la permaculture, on multiplie justement et les ressources et la biodiversité. Et puis si on peut en plus favoriser la fixation ou le développement de certaines espèces animales sur place, ce qui est le cas en biodynamie, ce qui est le cas avec plusieurs labels, alors là on participe et on est dans une démarche qui est positive. Et comment on peut s'y retrouver dans tous les labels? Comment on peut s'y retrouver dans tous les labels? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors nous on préconise vraiment, c'est vraiment notre démarche depuis toujours à l'Arbre à Café, on
on préconise la labellisation. On préconise la transparence et la clarté. Dans le café, on entend souvent dire « oui, c'est un simili ceci, c'est un simili bio, oui, je suis en agroforesterie, oui, machin, etc., etc. » Mais je connais le producteur, vous savez. Ben oui, mais ça veut dire quoi, tu connais le producteur et alors, est-ce que tu es sur place? Comment est-ce que ça se passe, etc. Alors bien sûr, les labels ne sont pas, mais en fait c'est le monde tout simplement qui est comme ça, la vérité absolue. Bien sûr qu'il y a des problèmes, bien sûr qu'il y a des interprétations, bien sûr que rien n'est parfait, mais ça c'est notre condition humaine plus que la condition des labels stricto sensus. Donc il faut aller vers le labellisé et il faut encourager les producteurs à labelliser justement leur production, à les certifier. Une labellisation, contrairement à ce qu'on croit, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher quand on achète du café et quand on vend du café. C'est accessible à tout le monde. Donc si on est torréfacteur et qu'on dit non mais mon producteur n'a pas les moyens de se payer la certification ou d'être certifié, alors on faillit pour moi à son engagement justement de torréfacteur et de partenaire avec le producteur. Donc à l'Arbre à Café, on paye des certifications. On vient d'en payer une au Pérou, là, Déméter, justement, parce que c'est difficile. Au producteur, tout à fait. Donc voilà, notre démarche, c'est celle-là. Et on peut considérer que la labellisation, elle est équivalente partout dans le monde? Non, elle n'est pas partout équivalente dans le monde, sauf sur les labels privés. Comme Déméter. Comme Déméter, par exemple, qui ont un cahier des charges spécifique et qui ne fonctionnent pas en équivalence. Parce que le bio n'est pas équivalent partout. Tout à fait. Ouais. Le biologique n'est pas équivalent partout. Mais encore une fois, même si on prend d'autres labels privés et d'autres labels en général, qui sont moins exigeants, c'est la mode par exemple de Fair for Life. C'est très bien. Donc, c'est pas équivalent partout, c'est pas miraculeux, mais c'est toujours mieux que lorsqu'il n'y a pas de label. C'est vraiment ça qu'il faut voir. On parle beaucoup en ce moment justement des tomates d'hiver, etc. Oui, c'est un non-sens, mais les tomates d'hiver faites en bio, elles sont moins pires que les tomates d'hiver faites en conventionnel. Vous voyez ? Donc on est vers le moins pire en fait. Et il faut l'accepter. Donc vous prenez le moins pire. Non, nous on prône l'excellence et on fait l'excellence. Mais globalement, on comprend et on se réjouit qu'il y ait une démarche globale, insatisfaisante au possible, mais qui soit moins pire que ce qu'il y avait avant. Voilà. Nous, œuf maillot, on prône le bien manger. Vous, c'est le mieux boire. Et pour ce faire, vous avez créé avec un studio de design votre propre tasse de dégustation et un moulin à café tout dernièrement qui est dit révolutionnaire. Quelle était cette démarche ? Alors la démarche, on l'a fait avec Sylvie Amar. Et la démarche, c'est très simple, c'est pareil, on est dans l'excellence, on veut partager le meilleur. Et le meilleur, ça ne veut pas dire le plus compliqué. Je reviens un petit peu sur cette idée tout à l'heure. Complexité et compliqué, en fait, c'est deux choses qui sont différentes. On peut avoir de la complexité en bouche, vouloir l'écouter ou pas, y faire attention ou pas, mais ce n'est pas pour ça que c'est compliqué intellectuellement, hein, ou que c'est compliqué à faire, à servir, etc. Et en fait, la démarche, elle est très simple, c'est de rendre accessible le meilleur à tout le monde. Et comment il faut faire ? Comment est-ce qu'on fait ? C'est qu'effectivement, on sait que si on boit ne serait-ce qu'un vin rouge, mais alors c'est encore plus flagrant pour le champagne, le meilleur champagne dans un gobelet en plastique, dans un pique-nique, vraiment, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour le champagne. Il faut mieux prendre autre chose. Un jus de fruits ira très bien. Si on le sert dans un verre à vin étudié pour, par exemple, il y a quelques marques aujourd'hui, il y a un nombre incroyable de marques, même de verreries, on accède tout de suite à une qualité et une émotion qui est toute différente. Et on respecte un petit peu plus justement l'offrande que nous a fait et la nature et le producteur. Donc l'idée de la tasse, c'était ça. C'était de dire, aujourd'hui on nous offre qu'un design extérieur, et nous ce qu'on va vous offrir, c'est au contraire un design extérieur qui permet de révéler le café, le goût, le contenu. On a un physique. Quelqu'un qui arrive, donc ce serait le contenant,
quelqu'un qui arrive en faisant la tête, eh ben effectivement, on accède moins facilement à son contenu, à son âme, à sa beauté, machin, etc., que quelqu'un qui arrive en souriant et ouvert. Eh ben, c'est exactement pareil pour la tasse. Et pour le moulin, c'était l'idée que, effectivement, la qualité, la fraîcheur du café importe plus que tout. Vous pouvez prendre un mauvais café et le boire, l'acheter moulu, ou un mauvais café et l'acheter en grain, eh ben, il n'aura pas le même goût. Il sera un petit peu moins pire, pour reprendre le moins pire, moulu à la demande. Vous achetez un excellent café l'arbre à café au hasard, comme ça. En grain. Et on le moule nous-mêmes. Et vous le moulez juste avant de le préparer, et vous verrez que vous aurez énormément, enfin une expression gustative qui sera incomparable. Le café a un côté social. Vous le disiez tout à l'heure, il crée du lien. En tant qu'ancien amateur de café, que vous pouvez conseiller à un novice pour découvrir ou redécouvrir ce produit? Est-ce qu'il y a un parcours? Alors il y a un parcours très simple en fait, c'est l'idée de l'ouverture, et ça des gens comme Pierre Hermé, Anne-Sophie Pic et tous les dégustateurs le savent très bien. C'est que pour déguster vraiment un produit, mais c'est comme quand on rencontre une personne, soit on s'ouvre complètement, on n'attend rien, et en fait on reçoit ce qui arrive, ou soit on a plein d'idées reçues. Donc la première limite du café, c'est de se dire je veux un café, et je sais quel goût a le café. Donc ce qui arrive beaucoup dans les premières dégustations, les premières fois qu'on fait goûter notre café, les gens disent « Ah, c'est différent ». Et parfois, ah mais c'est pas du café. Si, manque de peau, c'est du café. Et c'est peut-être encore plus du café que ce que tu as bu avant, puisqu'il n'y a pas de défaut dedans et qu'il est fait avec grand soin. Donc les amateurs de thé, qu'on oppose souvent aux amateurs de café, de façon complètement injuste, puisqu'on peut tout boire, moi je bois tout, iront plutôt sur le filtre. Parce que le filtre, vous n'aurez pas cette densité, vous n'aurez pas cette puissance, vous n'aurez pas parfois cette amertume, et vous aurez un café qui sera extrêmement fruité, souvent extrêmement onctueux, extrêmement doux, extrêmement plaisant, et qui ne s'imposera pas par la force et la puissance comme bien souvent l'espresso le fait, mais au contraire par la délicatesse, par une liqueur tout à fait agréable. Quel est votre prochain rêve à réaliser? À réaliser ou réaliser? À réaliser. Mon prochain rêve à réaliser. C'est une bonne question, parce que comme on est en plein dans l'implantation, ça c'était un grand rêve. Et bien le rêve évidemment de tout un chacun, aussi bien entrepreneur que transmetteur, c'est qu'on touche de plus en plus de personnes. Et de grand public peut-être. Et de grand public, exactement. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce moulin, et c'est pour ça qu'on fait des cafés aujourd'hui qui sont faciles et bons. Et donc le café ne se déguste pas qu'en boisson. Est-ce que vous avez une recette simple à partager qu'on puisse refaire facilement? En boisson ou en... Peut-être autrement qu'en boisson. Ah, autrement qu'en boisson, oui. Alors des recettes simples. Alors nous, on aime beaucoup plusieurs choses. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est dans cette idée d'attendu du café, de cet a priori du café limitant, c'est que le café, ce n'est pas que du café torréfié. On peut travailler le café vert, on peut travailler la fleur du caféier, la feuille du caféier, le fruit du caféier qui s'appelle la cascara. Donc il y a différents états du caféier qu'on peut travailler et qui est excellente. Et puis en cuisine, travailler avec le café peut être excellent soit au moulin, en grains, par exemple sur un risotto au safran, c'est absolument super. Avec tous les poissons blancs ou gras, vous faites une croûte au café, c'est absolument merveilleux. Avec toutes les viandes rouges, si vous êtes un viandard justement, vous pouvez faire une côte de bœuf et réutiliser votre marc de café, et vous entourez et vous le laissez maturer pendant 3 jours par exemple avec l'ensemble. Vous pouvez allonger vos sauces, par exemple une sauce tomate, une ratatouille, vous l'allongez au café, vous voyez que ça donne une complexité, associée ou non au vin rouge, c'est excellent. Et puis si vous voulez pâtisser avec, on vous conseille toujours de pâtisser avec des infusions froides et non pas de réchauffer le café que vous aurez acheté. Donc votre prochain ouvrage, c'est un livre de recettes? Alors il y en a un effectivement auquel on pense. Non, le prochain ce sera justement sur l'agriculture. Très bien. Vous avez un bon plan, une adresse à nous dévoiler?
Une adresse, un bon plan, dans ce genre de faire du bon, du simple, du merveilleux et très accessible, vous avez justement les nouveaux cafés de Pierre Hermé. Il vient d'ouvrir à Odéon, le dernier café Pierre Hermé, où il propose 3 cafés très différents l'un de l'autre, avec en boutique, tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces confidences, pour Merci beaucoup cet à enthousiasme. Œuf Maillot.